Bonjour, bienvenue. Je suis Julien Lagneau, donc le directeur de l'UPPL. L'UPPL est une ASBL qui a déjà plus de 20 ans, qui travaille dans le domaine de la délinquance sexuelle avec différents services incontournables dans le paysage de la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Et puis ici, très récemment, nous avons pu mettre en place un tout nouveau service qui est CEOS, donc une ligne d'écoute anonyme et gratuite pour des personnes en proie à des fantasmes sexuels déviants. C'est une équipe qui se compose essentiellement de psychologues, sexologues, criminologues, assistants sociaux, qui sont disponibles à 3 plages horaires sur la semaine, le lundi, le mardi après-midi et le jeudi soir, afin d'accueillir les demandes de personnes en difficulté. Donc ici, je lis les notes qui ont été prises lors du premier appel de ce monsieur. Donc c'est un monsieur qui se dit d'emblée fétichiste et de manière obsessionnelle. Donc il dit que ce sont des idées récurrentes, que plusieurs fois sur la journée, il est amené à repenser à ces idées fétichistes. Par contre, ce qui est plus problématique pour lui, c'est que malgré qu'il a une compagne stable, il exprime qu'il ne peut pas partager sa fantasmatique avec sa compagne, qu'il est dans quelque chose d'assez traditionnel. Voilà, donc nous pénétrons ici dans le local CEOS, spécifiquement dédié à l'écoute, à la réception des appels et des courriels des personnes en proie à ces fantasmes sexuels déviants. Il faut savoir donc que CEOS est une initiative nouvelle, novatrice. C'était vraiment un service qui manquait dans le paysage de la prise en charge des auteurs. Depuis 20 ans, on travaille effectivement à la demande de la justice dans le cadre de la prise en charge des auteurs, mais par contre, effectivement, il n'y avait encore rien à l'heure jusqu'ici en matière de prévention. Et donc ici, on peut, par CEOS, certainement prévenir certains passages à l'acte et aussi, par la même occasion, protéger des victimes potentielles. Service d'écoute CEOS, bonjour. Trouver un interlocuteur permet de faire tomber une tension, permet de réfléchir peut-être à un comportement. C'est déjà, on le voit avec la prise en charge des alcooliques par exemple. Les associations Néphalis, les alcooliques anonymes ou autres savent bien qu'être présent tout le temps, ça permet peut-être d'éviter la première consommation et puis d'attendre un peu une deuxième consommation, etc. On peut imaginer que c'est la même chose effectivement et certains nous le disent. Je me sentais vraiment très très tendue et il y a de l'apaisement. On le vit dans d'autres circonstances, avec la dépression, parler à quelqu'un, je pense qu'effectivement c'est assez fondamental. Bien souvent, quand bien même la personne fait la démarche d'aller consulter auprès d'un psychologue, voire même un sexologue, peut-être son médecin traitant, il y a un tel stress, une telle angoisse de la part des intervenants psychosociaux à la prise en charge des personnes qui ont des fantasmes sexuels déviants que la personne ne se sent pas toujours écoutée. Et or, il est vraiment très important de pouvoir proposer une écoute qui est sans jugement. Et par ailleurs, c'est aussi au niveau des appelants de se dire que la majorité d'entre eux est vraiment préoccupée par le fait de ne pas passer à l'acte et vraiment de se dire en quoi est-ce que mon comportement, mes fantasmes peuvent être préjudiciables pour autrui.
Une surprise, par exemple, c'est qu'on a beaucoup d'appels de personnes ayant des fantasmes sexuels déviants envers des adultes, par exemple. Cette histoire de la question du consentement, par exemple, ou les divergences de position, l'appelant disant « mais moi j'étais persuadée qu'elle était consentante, or elle ne l'était pas puisqu'elle s'est plainte, ou elle a rompu tous les liens, ou elle m'a viré des réseaux sociaux, des choses comme ça ». Donc ça, c'est un peu une surprise. Moi, je m'attendais à ce qu'on ait plus d'appels à destination, enfin pour des fantasmes sexuels à destination des enfants. Non, c'est pas la majorité. On s'est rendu compte que le travail d'écoute est un travail vraiment très spécifique pour lequel une formation est vraiment nécessaire parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose que de se retrouver en face à face en thérapie ou d'animer des groupes thérapeutiques comme on le fait ou de superviser des professionnels. Quand on se retrouve au bout de la ligne, c'est quand même une toute autre approche. On n'a pas le non-verbal de la personne, on n'a pas le physique, on n'a pas les réactions de la personne en face à face, et donc on n'a qu'une voix. On a un temps défini aussi, d'une certaine manière, puisque quand on est en thérapie, on a des mois, voire des années devant nous. Donc on peut prendre le temps, déployer les choses, laisser venir parfois aussi. Alors que dans un appel, il y a quand même un objectif. On a une structure d'appel qu'on a travaillée au préalable et qui s'affine au fur et à mesure, qui est vraiment cette structure de l'accueil déjà, de pouvoir permettre à la personne de déposer. Je pense que dans l'équipe, les gens sont formés. Peut-être la différence par rapport aux préjugés, c'est que tout le monde a déjà travaillé beaucoup avec un public qui a été confronté à la question de la déviance sexuelle. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la formation qui est important. Donc le travail sur les préjugés, en fait, est quelque chose qu'on remet au travail en permanence dans les réunions qu'on peut avoir, de questionner un peu. Donc c'est tout l'intérêt, effectivement, après avoir eu un appel, de pouvoir discuter, tiens, j'aurais fait différemment. C'est ça qui alimente un peu notre clinique à chacun et puis notre réflexion, la mise en doute qui est très utile pour pouvoir, on va dire, améliorer l'écoute au fur et à mesure. Que la personne qui appelle comprenne qu'on est en capacité d'entendre. C'est quelque chose d'assez compliqué quand on n'a pas l'expérience, parce que très vite, en matière de sexualité, et particulièrement en matière de sexualité déviante, il y a quelque chose qui se fiche chez nous, un peu des processus de sidération, de débordement, qui vont toucher plus à notre propre vécu, etc. Donc ça, effectivement, il n'y a que l'expérience et la connaissance et le développement du partage avec des collègues qui peut permettre, je pense, de pouvoir entendre, aller plus loin dans l'écoute, pouvoir aussi mieux orienter les gens sans trop se figer en tant que professionnel. Ici, on a des personnes qui... Ce que je trouve encore plus touchant, finalement, sont les personnes qui n'ont jamais mis de mots là-dessus. Au grand jamais. À personne. Et qui, à un moment donné, téléphonent sur cette ligne et pour la première fois déposent quelque chose qui, ils le savent très bien, sera jugé à l'extérieur, et c'est pour ça qu'ils ne mettent pas de mots là-dessus, comme horrible, innommable. Et donc ça, c'est très touchant, je trouve, ces moments-là, où les personnes, pour la première fois, posent des mots sur ce qui les anime.